Mesdames et messieurs, chers amis, je ne vais pas tous vous saluer en vos titres et qualités, mais je suis extrêmement sensible à la présence de chacun d'entre vous ici. Je voudrais vous accueillir très chaleureusement pour partager avec vous le lancement de la démarche que j'ai souhaité intituler « Chantier de la justice » et que je souhaite maintenant vous présenter. Le caractère de nos gouvernements modernes place la justice au cœur de l'œuvre de citoyenneté. Au-dessus de toutes les idées qui passent, il y a en effet dans notre société un principe immuable, celui de la justice. C'est par la justice que vivent les républiques, c'est pour elle qu'a été conçu le contrat social, c'est par elle que s'est forgé l'esprit républicain. Flambeau de la vérité, âme du souvenir, maîtresse de la vie, la justice est partout. Activité régalienne de la puissance publique, rendue au nom du peuple français, l'acte de juger permet de dire le droit, ce droit qui s'impose aux justiciables sans leur consentement, c'est l'impérium des décisions de justice. L'exercice de juger est une tâche infiniment délicate, parfois écrasante, ingrate, unique en tout cas, si on compare la justice aux autres services publics et aux autres institutions de la République. Parce qu'elle entre dans les familles, parce qu'elle bouleverse des vies, la justice a souvent entre ses mains le destin de vies entières. Cet enjeu impose une même exigence pour ceux qui la servent, l'esprit de responsabilité et le respect de l'intérêt général. L'intérêt général se présente comme l'enfant légitime de la raison, et les magistrats à qui il appartient de l'exprimer ont une conscience aiguë de l'importance de la mission qui est la leur, je tiens à le souligner ici. Mais il ne suffit plus de constater que les magistrats exercent leur mission avec compétence et dévouement, et qu'ils sauront, en leur âme et conscience, se hisser à la hauteur de leurs tâches et de leur mission. Les attentes des citoyens sont autres. Comme toute institution publique, la justice doit aujourd'hui affronter des défis redoutables en temps de mutation profonde de la société et du monde. Mais elle doit le faire avec la spécificité et la particularité de ce service public que je viens de rappeler et qui ne peut pas se transformer et se moderniser comme les autres services publics. La justice, en effet, construit patiemment l'État, le qualifie en état de droit et en assume la protection. La crise économique frappe aujourd'hui de plus en plus de citoyens, en particulier les plus vulnérables. La justice doit donc faire face à toujours plus de délinquance, à la violence de la société, aux drames familiaux, aux licenciements, aux entreprises en difficulté, au surendettement des particuliers. Elle est souvent l'ultime recours du plus faible. Et les Français attendent donc beaucoup de la justice. Ils souhaitent qu'elle soit efficace et ils souhaitent qu'elle les protège. Or, l'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas à ces attentes. Notre justice est en proie à de grandes difficultés. Elle n'est pas toujours comprise, elle a perdu souvent la confiance des citoyens par sa lenteur, par sa complexité, par son retard et par son inadaptation aux exigences du monde moderne. Malgré le dévouement de celles et de ceux qui la servent, ce constat d'une justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. De très nombreux rapports ont ainsi été écrits durant ces 10 dernières années, posant ce constat et visant à réformer la justice. Comme le président de la République et le Premier ministre, je porte cette volonté de réforme. Une volonté résolue de construire, de transformer et de moderniser l'institution judiciaire. Chaque fois, en effet, que la justice s'affaiblit, c'est le pacte républicain lui-même qui est fragilisé. Pourtant, le principe même de notre contrat social, et cela depuis le siècle des Lumières, pose la justice comme instance privilégiée de régulation des relations sociales, comme le pilier déterminant de la démocratie.
C'est la raison pour laquelle il est important de faire en sorte que notre justice soit accessible et compréhensible, qu'elle soit cohérente et diligente, et que, par des procédures plus simples, par des décisions exécutées avec plus d'efficacité, à partir d'une organisation judiciaire adaptée, le citoyen retrouve confiance en elle. Je suis convaincue que cette démarche participe à la restauration de la confiance du citoyen envers l'institution judiciaire et plus généralement d'ailleurs envers les institutions de la République, puisqu'elle est indispensable à notre état de droit. La justice est une. Elle peut être spécialisée, civile, pénale, commerciale, administrative, mais elle est rendue au nom du peuple français, qui est un. Au nom du peuple français, et serais-je tentée d'ajouter pour le peuple français. La justice ne saurait donc se concevoir sur un territoire isolé, sur un espace sanctuarisé, protégé des tumultes du monde, à l'abri du bruit et des cris de la société. Elle est bien là, présente, conçue, construite, rendue pour les citoyens et pour les justiciables. C'est bien le justiciable qui doit être au cœur de nos préoccupations. Une partie de la réponse aux différents mots que je viens de relever proviendra bien sûr d'une remise à niveau des moyens de la justice, et ce, dans le cadre d'une loi de programmation dont le projet de loi de finances pour 2018 constitue la première étape. J'ai présenté ce budget aux organisations syndicales et à la presse la semaine dernière. Vous savez qu'à périmètre constant, il augmentera de 3,9% en 2018 et que cette augmentation se poursuivra dans les années suivantes et cela sera traduit dans le cadre de la loi de programmation pour la justice. Mais je suis persuadée que les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante. Ils doivent s'accompagner d'une transformation en profondeur sur au moins deux sujets majeurs, l'amélioration du fonctionnement quotidien de la justice et l'efficacité des peines. Ces sujets sont d'ailleurs au cœur de la lettre de mission que m'a confiée le Premier ministre. Sur ces deux sujets, les réflexions théoriques ont été très nombreuses, mais les réformes, mal ajustées ou trop tardives, n'ont pas toujours permis d'atteindre les objectifs attendus. L'attente d'une transformation en profondeur de la justice est extrêmement forte, tant au niveau des acteurs de la justice que des justiciables eux-mêmes. C'est ce que j'ai pu constater au cours de mes déplacements et cela m'a persuadée de la nécessité d'agir et d'agir vite. Ce que je souhaite, c'est fonder notre action sur des solutions pragmatiques et innovantes, débarrassées des présupposés et des oripeaux de l'idéologie. C'est la règle que je veux appliquer à la fois pour améliorer le fonctionnement quotidien de la justice et pour renforcer le sens et l'efficacité des peines. Je tiens à vous dire qu'en la matière, je n'ai pas d'approche idéologique. Je suis bien sûr convaincue qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, que la justice doit aussi contribuer à assurer la sécurité de nos concitoyens. Je suis convaincue que ce qui garantit l'efficacité de la peine, c'est sa certitude et sa promptitude, et que nous devons, à cet égard, faire évoluer nos référentiels et nos outils. Pour relever ces deux défis, il faut des objectifs et une méthode au service de ce que j'ai appelé les chantiers de la justice. Ces chantiers sont au nombre de 5 et je vais maintenant vous les présenter. 5 thèmes donc. Je les cite avant de les reprendre un à un et de les détailler. 5 thèmes, la transformation numérique, la simplification de la procédure civile, la simplification de la procédure pénale, l'adaptation de l'organisation territoriale, le sens et l'efficacité de la peine. Commençons donc par la transformation numérique. Ce doit être notre premier chantier. Beaucoup de travaux ont déjà été conduits au sein de notre ministère, mais des blocages subsistent. Désormais, l'ensemble des services sont mobilisés au service de cette priorité. Il doit en être ainsi
parce que le justiciable ne peut plus comprendre que la justice reste à l'écart de l'évolution numérique qui facilite l'accessibilité et l'efficacité des services publics. Le numérique offre l'opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d'introduire de la transparence sur l'avancée des procédures. Ce sujet irrigue en réalité tout le fonctionnement de la justice. Il n'est pas normal que les justiciables ne puissent pas suivre l'état de leur procédure en ligne comme cela se fait devant la juridiction administrative depuis plusieurs années. Il n'est pas normal que le traitement des demandes d'aide juridictionnelle nécessite de fournir un dossier complet et mobilise autant de forces de travail dans nos juridictions. Il n'est pas normal que l'on ne puisse pas saisir les juridictions en ligne, notamment pour de petits litiges. Il n'est pas normal que les procédures pénales ne soient pas dématérialisées de l'enquête jusqu'à l'audience et que les magistrats et les greffes se trouvent noyés sous des tonnes de papier. La justice en France n'a pas amorcé sa transition numérique, elle reste à l'ère de l'informatique. Je souhaite donc que nous arrêtions un véritable plan de transformation numérique autour du portail justice.fr. Je travaillerai dans cette perspective avec mon collègue Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Ce plan devra d'abord s'attacher à mettre à niveau le socle technique des équipements et des matériels. Il doit également nous permettre de hiérarchiser nos besoins en matière d'application. Il doit enfin porter une attention particulière au soutien des utilisateurs et à la conduite du changement. Ce plan de transformation numérique doit partir des besoins des justiciables et des professionnels de la justice. Les choses vont évoluer. La signature électronique, le dialogue procédural dématérialisé, les rappels de convocation aux audiences par SMS dont on sait l'efficacité, l'envoi de lettres recommandées par voie électronique, tout cela va se mettre en place. Il faut désormais établir les priorités et se donner les moyens de tenir les calendriers et de former les utilisateurs. Je suis évidemment très attachée à ce que cette réflexion autour de la numérisation soit appréhendée de concert avec la réforme des procédures. C'est une question de cohérence, puisque le cœur du procès sera dans le futur constitué d'un dossier exclusivement numérisé. Venons-en donc au deuxième chantier qui concerne la simplification de la procédure civile. Nos règles de procédure doivent s'adapter à l'évolution de la société et au développement du numérique, je viens de le dire. Une importante réforme de la procédure civile vient d'entrer en vigueur. Elle doit être pleinement assimilée par les acteurs et il faut se donner le temps d'une première évaluation avant d'en modifier à nouveau les règles. En revanche, nous devons et nous pouvons aller plus loin sur la procédure civile de première instance. Nous verrons ensuite s'il faut dépasser ce cadre-là. Dans le cadre de la dématérialisation, il faut simplifier les règles de saisine du juge et développer puissamment la conciliation et la médiation. Je pense que nous devons également envisager la question de l'exécution des décisions. Je ne souhaite pas du tout à ce stade fermer la réflexion qui devra être guidée par une double exigence de pragmatisme et de lisibilité. Nous ne devrons omettre aucune piste et n'éluder aucune question. Ainsi, par exemple, nous pourrons nous interroger autour des questions suivantes. Faut-il étendre le caractère obligatoire des modes amiables de résolution des différends préalablement à la saisine du juge? Doit-on simplifier et comment les modes de saisine de la juridiction? La distinction entre procédure écrite et procédure orale demeure-t-elle justifiée, en particulier lorsque chaque partie bénéficie des services d'un avocat? Je souhaiterais également que l'on puisse expertiser l'idée de deux procédures cibles, procédure avec et procédure sans avocat, au sein desquelles viendraient se fondre les particularismes qui distinguent aujourd'hui les contentieux. Je souhaiterais également que l'on puisse s'interroger sur l'office du juge et le rôle des parties quant à l'objet du litige.
Faut-il davantage responsabiliser les parties sur la mise en état du dossier? Faut-il instaurer une obligation pour le juge de soulever d'office un moyen de pur droit? Je souhaiterais enfin que l'on puisse réfléchir à la revalorisation du juge de première instance. Pour ce faire, faudra-t-il revoir les cas d'ouverture de l'appel ou encore généraliser l'exécution provisoire? Telles sont les questions ouvertes, mais d'autres encore auxquelles répondront le groupe de travail mis en place. L'idée directrice de ce travail consistera bien à rendre la procédure plus lisible, plus claire et plus rapide au bénéfice du justiciable. Le troisième chantier porte sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale définit la procédure à la fois comme technique d'enquête et garantie des droits de tous, victimes, témoins, suspects, auteurs et enquêteurs. Ce point est fondamental et mérite d'être rappelé. Mais il faut souligner avec tout autant de force qu'une procédure employée à bon escient, maîtrisée, peut être l'outil d'une justice efficace et juste. Il nous faut donc inventer des procédures comme méthode pertinente de nos libertés. En effet, si fondamentalement la procédure est fille de la liberté, rien n'interdit, tout au contraire, de la moderniser et de la simplifier. Tout ce qui peut être fait pour alléger la contrainte bureaucratique sur les procédures et en accroître l'efficacité doit être construit pour le justiciable et pour les personnels, magistrats et enquêteurs, en particulier dans le champ pénal. Ce que j'attends, et cela s'applique aussi bien au groupe de travail sur la simplification de la procédure civile qu'à celui sur la procédure pénale, ce que j'attends est donc bien une nouvelle invention de la légitimité procédurale, selon la belle expression de mon collègue le professeur Timsit. Une légitimité procédurale qui devra s'appuyer sur des nouvelles technologies et qui sera adossée au plan de transformation numérique dont je vous ai entretenu il y a quelques instants. Aujourd'hui, la complexité des procédures pénales pèse tant sur les forces de l'ordre que sur les parquets et les juges du siège. De très nombreuses réflexions ont déjà été conduites sur le sujet. Le rapport de M. Baume sur la procédure pénale contenait en ce sens des propositions extrêmement intéressantes. Mais j'ai aussi constaté que de nombreuses pistes d'amélioration émanaient du terrain. Lorsque je me suis déplacée à Rennes il y a quelque temps, les magistrats du parquet du ressort m'ont ainsi proposé de nombreuses voies de simplification et donc d'amélioration. Je souhaite que l'on puisse prendre en compte ces propositions. Cet objectif d'amélioration et de simplification de la procédure pénale, je le partage avec mon collègue Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Nous souhaitons ensemble que l'on puisse alléger et rendre plus efficace et plus fluide le travail des enquêteurs dans le respect des libertés individuelles. Le directeur des affaires criminelles et des grâces m'a en ce sens proposé des pistes de simplification intéressantes telles que la forfaitisation de certains petits délits, notamment en matière de stupéfiants, la création d'un cadre adapté pour permettre le développement des plateformes de plainte en ligne qui seraient mises en place par la police nationale et la gendarmerie, la simplification de l'habilitation des officiers de police judiciaire. Bien d'autres pistes mériteront bien entendu d'être explorées dans ce domaine de l'amélioration et de la simplification de la procédure pénale. Mais cet objectif doit s'appliquer également à la phase d'instruction et de jugement. Là encore, je souhaite que l'on puisse examiner toutes les pistes, telles que par exemple la mise en place d'une audience de mise en état consacrée aux incidents de procédure ou l'élargissement de la procédure du plaidé coupable à d'autres contentieux. Je souhaite que le débat et la discussion s'engagent pour évaluer l'ensemble de ces propositions, mais surtout de celles issues des consultations qui seront effectuées auprès de l'ensemble des professionnels. Mon objectif est d'alléger le formalisme tout au long de la procédure pénale pour accroître, là encore, l'efficacité de la justice pénale dans la recherche et la condamnation des auteurs d'infractions, mais aussi dans le respect de la garantie des droits. Le quatrième chantier porte sur l'adaptation de l'organisation judiciaire.
Je sais que ce chantier est extrêmement sensible pour nos territoires, pour les avocats et pour les agents du ministère. L'adaptation du réseau de nos juridictions est pourtant une conséquence inéluctable des réformes précédentes. La simplification et la numérisation des procédures ne peuvent rester sans incidence sur nos modes de fonctionnement et sur notre organisation. Les nouvelles perspectives numériques que je viens de tracer devant vous vont changer le rapport des justiciables à la justice, mais aussi notre mode de fonctionnement en réseau. Penser le statu quo serait donc une erreur, voire une faute. Penser en termes de dynamique sera au contraire un atout. Des pistes ont déjà été développées dans plusieurs rapports, dont le récent rapport de la mission d'information sénatoriale sur le redressement de la justice. Je n'en ignore rien, mais je souhaite que cette question soit travaillée avec un regard neuf et qu'elle soit fondée sur une véritable concertation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à 2 anciens présidents de la Commission des lois de l'Assemblée nationale de mener une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, professionnels du droit, magistrats et fonctionnaires, parlementaires et élus locaux, sur les principes qui pourraient sous-tendre notre organisation judiciaire. Ils me proposeront différentes options pour l'organisation de la justice de demain. J'attends d'eux, dans un premier temps, qu'ils définissent les principes directeurs de cette adaptation. Je pense par exemple au principe de clarté et de lisibilité de notre organisation aujourd'hui trop complexe. Je pense aussi au principe de proximité avec les justiciables. Dans tous les cas de figure, le numérique ne fait pas tout et il doit exister dans chaque lieu de justice un service d'accueil pour permettre à ceux qui n'ont pas accès à Internet d'être guidés pour introduire une action en justice et d'être informés sur l'avancement de leur dossier. Il faudra sans doute également, j'enlève le sans doute, il faudra également continuer à garder en proximité les contentieux du quotidien, surendettement, expulsion, saisie-arrêt, tutelle, contentieux de l'autorité parentale, certains contentieux correctionnels. Certains de ces contentieux sont aujourd'hui traités dans des TGI qui peuvent géographiquement être éloignés. L'adaptation du réseau doit permettre de rapprocher le traitement de ces contentieux des justiciables dans des tribunaux de proximité. Je pense au principe de spécialité. Le droit se complexifie, les métiers du droit s'y adaptent, et notamment les avocats, mais les autres professionnels du droit. Nos juridictions ne peuvent rester en dehors de cette voie. Je pense encore au principe de collégialité dans le travail des magistrats, qui pour certains contentieux contribuent forcément à une justice de qualité. Je pense enfin au principe de cohérence du travail de l'État. Nous devons aussi tenir compte de l'organisation territoriale des autres services de l'État, notamment en matière pénale. La justice se situe au cœur de l'État, pas à côté. Elle travaille dans les territoires avec les autres services de l'État et ceux des collectivités territoriales compétents pour la définition et la mise en place de politiques publiques concertées et coordonnées dans de nombreux domaines et par exemple en matière de protection des mineurs en danger. Notre réseau doit être adapté à cette nouvelle organisation territoriale de la République pour répondre au plus près des besoins des justiciables, pour des raisons d'efficacité du service public de la justice. Voilà quelques principes dont ce chantier vérifiera la pertinence. Mais d'autres principes pourront sans doute être mis à jour pour guider nos réflexions. Dans un deuxième temps, j'attends également de ce chantier qu'une fois définis ces principes, on en mesure la plus-value pour les citoyens, les justiciables, les professionnels du droit et les territoires. Je demande enfin que puisse être envisagée dans le temps la traduction de ces principes sur les différents territoires. Je veux à cet égard indiquer que cette réforme doit se faire en conservant le maillage actuel de nos juridictions et en maintenant les implantations judiciaires actuelles.
Je veux donc confirmer que ces adaptations ne se traduiront par la fermeture d'aucun lieu de justice. J'ai lu dans les journaux que je disposerais d'une carte judiciaire déjà toute tracée. Je ne sais pas si ce sont des fake news ou des cartes venues d'un temps désormais trop ancien. Mais en tout cas, en tant qu'autorité politique, aujourd'hui en responsabilité à la tête de ce ministère, je puis affirmer que je ne m'appuierai sur aucune carte préétablie. Mon projet ne sera pas fondé sur un quelconque schéma arrêté de manière autoritaire et technocratique. L'adaptation de notre réseau ne résultera que de la concertation aujourd'hui engagée. Une réflexion est lancée, j'en attendrai les conclusions avant de considérer les évolutions qu'elle proposera, mais qui sont indispensables. Je souhaite donc vous conduire vers de nécessaires adaptations dont nous définirons ensemble les contours. Le 5e et dernier chantier portera sur le sens et l'efficacité des peines. Un système pénal digne d'une grande démocratie moderne et conforme aux engagements européens de notre pays ne peut pas se contenter de réaffirmer l'hégémonie du tout carcéral. La réflexion sur notre ordre pénal républicain, fondé sur le principe d'individualisation des peines, n'a sans doute pas assez investi le champ de l'exécution des peines. Je suis pourtant convaincue que ce qui garantit l'efficacité de la répression, c'est le caractère adapté de la peine, sa certitude et sa promptitude, je vous l'ai déjà dit. Aux côtés d'un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison, qui permettra d'assurer, ce qui est un engagement du président de la République, qui permettra d'assurer la prise en charge des détenus dans des conditions tout à la fois de plus grande sécurité et de plus grande dignité. Il convient donc de conduire une réflexion sur le sens de la peine. Est-elle effectivement destinée à sécuriser la société, à punir le condamné, mais aussi à assurer la réinsertion sociale de ceux qui ont purgé leur peine? Fondées sur le principe d'individualisation, les peines ne prennent tout leur sens que si elles sont adaptées à la situation de celui qui doit la subir dans un contexte particulier. Il faut donc tout d'abord réfléchir au prononcé de la peine pour clarifier la hiérarchie des sanctions et leurs modalités de mise en œuvre afin de servir de guide aux magistrats dans le choix de la gradation de la sanction pénale. Pour donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines réellement diversifiées, il sera nécessaire d'établir un programme ambitieux de relance des peines qualifiées d'alternatives. Je pense aux travaux d'intérêt général, aux bracelets électroniques, au placement extérieur notamment, avec des objectifs chiffrés, tout en renforçant le niveau d'exigence de ces peines vis-à-vis des condamnés. En ce sens, il faudra réfléchir, sans pour autant nécessairement créer de nouvelles peines, à ne plus faire de la peine d'emprisonnement la seule peine de référence. Ce ne sont pas que des mots, c'est un changement important de paradigme. De nouvelles peines pourront ainsi être prononcées de manière autonome, telle que par exemple une peine de bracelet électronique. Je souhaite également que l'on évalue notre système d'aménagement et d'exécution des peines devenu effroyablement complexe. J'ai vu au tribunal de grande instance de Nanterre que le principe d'un examen automatique pour aménager les peines de moins de 2 ans des personnes non incarcérées pouvait être déresponsabilisant pour les juridictions de jugement, peu compréhensible pour les justiciables, auteurs ou victimes, et créait une charge excessive pour les services d'exécution et d'application des peines. J'ai vu à la prison de Toulon l'impact désastreux d'une peine de prison tardivement mise à exécution. Il me semble donc essentiel de réduire les délais entre la condamnation et l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, parce que pour être efficace, l'exécution de la peine doit être diligente et, je l'ai dit mais je le répète, adaptée à la situation de la personne condamnée. Cela pourrait-il se faire par le biais de conventions d'objectifs avec les juridictions prévoyant l'allocation de ressources humaines dédiées? C'est une question à laquelle il faudra réfléchir. J'ai vu, lors de mes visites
à la prison de Toulon, mais aussi à la prison d'Osny, que trop de personnes sont incarcérées en maison d'arrêt pour de courtes peines d'emprisonnement de moins de 6 mois. Ce délai est trop court pour permettre une véritable politique d'aménagement et de préparation à la sortie. De plus, ces courtes peines compliquent la gestion de la détention et favorisent les tensions liées à la surpopulation. Partout, j'ai constaté l'évolution préoccupante du nombre de personnes prévenues en détention dans des conditions difficiles. Là encore, des pistes m'ont déjà été proposées, comme le développement de véritables enquêtes de personnalité au stade présententiel, la promotion des travaux d'intérêt général, une meilleure identification des personnes placées en détention provisoire pouvant faire l'objet d'une surveillance électronique, mais d'autres hypothèses encore. Je souhaite enfin que l'on réfléchisse au parcours des détenus en détention et à l'aménagement des fins de peine. Cela est essentiel pour garantir la réinsertion des détenus, leur resocialisation et donc la prévention de la récidive. Le travail conduit à cette fin avec les services de probation et d'insertion sera puissamment soutenu sur des objectifs partagés. Je souhaite donc confronter toutes ces pistes aux propositions des acteurs de terrain afin de réfléchir au sens et à l'échelle des peines et de s'assurer d'un véritable parcours d'exécution de la peine. Il nous faut remettre la peine et les conditions de son exécution au cœur du débat judiciaire et l'ensemble des acteurs judiciaires ont à cet égard une responsabilité. C'est un enjeu capital pour notre société. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire de l'esquisse et de la problématique de ces 5 chantiers. Vous me permettrez maintenant de vous dire quelques mots de la méthode que je souhaite adopter pour porter ces chantiers. La transformation de la justice ne peut réussir qu'en s'appuyant sur l'ensemble de ses acteurs. Personnel de justice, de police, de gendarmerie, professionnels du droit, avocats, huissiers, notaires, et sur les élus. Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, j'ai pu constater sur le terrain un véritable désir de changement, une véritable aspiration à une adaptation de notre système. Des volontés se sont clairement manifestées pour y conduire. Et c'est sur cette volonté que je souhaite m'appuyer en associant l'ensemble des acteurs que je viens de citer par une méthode collaborative. Le lancement de ces différents chantiers doit nécessairement être simultané. C'est ce que je fais aujourd'hui. Cela est nécessaire pour mettre en avant l'interdépendance entre tous ces sujets et la nécessité d'une approche globale. Sous l'autorité du Premier ministre, j'en garantirai la cohérence et la mise en œuvre. Mais pour coordonner chacun de ces chantiers, j'ai souhaité proposer à 2 chefs de file pour chaque chantier, de nous accompagner par leurs réflexions. J'ai souhaité faire appel à des personnalités éminentes qui ont accepté de nous appuyer. Certaines de ces personnalités sont aujourd'hui présentes, d'autres malheureusement n'ont pas pu se libérer en raison de contraintes d'agenda. En toute hypothèse, je les remercie vivement de leur soutien et de leur appui. Elles ont toutes, à mes yeux, ces personnalités, des qualités précieuses, notamment liées à une vraie réflexion sur le fonctionnement de notre justice. Elles pourront ainsi apporter un regard extérieur pour nous aider à prioriser et à hiérarchiser les réponses que nous devons mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la loi de programmation pour la justice. Ces personnalités viennent d'horizons professionnels différents, magistrats, avocats, professeurs d'université, élus, cadres dans le secteur privé, et elles apporteront ainsi chacune leur sensibilité propre. Je vais, si vous le voulez bien, vous les présenter. Il s'agit pour le chantier de l'amélioration et de la simplification de la procédure pénale de Jacques Baume, procureur général honoraire, et de Franck Natali. Alors je cherche Franck Natali qui est ici présent, avocat au barreau de l'Essonne. Ils seront amenés à suivre la consultation que nous souhaitons
mettre en place pour ce chantier auprès des acteurs de terrain. En effet, sur ce thème, celui de l'amélioration et de la simplification de la procédure pénale, je souhaite que l'on puisse, cour d'appel par cour d'appel, telles qu'elles existent aujourd'hui et qu'elles continueront donc à exister demain, faire remonter les pistes de réflexion des magistrats et des fonctionnaires des juridictions. Mais je souhaite également que cette réflexion associe, pour les étapes qui les concernent, les services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que les auxiliaires de justice, avocats et huissiers notamment. Pour le chantier de la simplification de la procédure civile, ont accepté de nous accompagner Nicolas Molfessi, ici présent, professeur des universités, et Madame Frédérique Agostini, présidente du tribunal de grande instance de Melun. Ils animeront un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant des magistrats, directeurs de greffe et avocats. Le groupe sera bien sûr assisté par les services de la chancellerie. Je souhaite que ce groupe puisse analyser les différentes pistes existantes, en proposer de nouvelles, et que par ailleurs, les juridictions aient également la possibilité d'exprimer rapidement les souhaits d'évolution émanant des magistrats, des greffiers, mais aussi évidemment de l'ensemble des professions du droit. Les deux chefs de file du chantier de la transformation numérique seront Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Télécom, et Jean-François Benel, que je salue, premier président de la Cour d'appel de Grenoble. Ils suivront la consultation numérique qui sera mise en place auprès des professionnels de la justice et ils nous aideront à hiérarchiser les priorités qui seront transcrites dans notre schéma de transformation numérique sur la base de moyens prévus dans le cadre de la loi de programmation. Le chantier relatif à l'adaptation de l'organisation judiciaire sera conduit par Dominique Rimbourg, avocat et ancien président de la commission des lois, et par Philippe Houillon, avocat également, élu local et ancien président de la commission des lois également. Je les remercie tous deux de leur présence. Je leur demande de conduire la concertation sur l'adaptation de l'organisation judiciaire avec l'ensemble des parties prenantes de ce sujet, à savoir les personnels et les syndicats du monde de la justice, les parlementaires et les élus locaux. Ils pourront prendre appui sur les services du ministère et sur l'inspection générale des services judiciaires. Enfin, pour le chantier relatif au sens et à l'efficacité des peines, j'ai sollicité Bruno Cotte, ancien président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien magistrat à la Cour pénale internationale, et Julia Minkowski, avocate au barreau de Paris, qui est ici présente et cofondatrice et présidente du Club des femmes pénalistes. Ils seront amenés à suivre la consultation de terrain que nous souhaitons mener dans le cadre des conférences régionales d'aménagement des peines pour trouver des pistes permettant donc d'améliorer le sens et l'efficacité des peines. Comme vous le voyez, je souhaite conduire ces chantiers en prenant appui sur les initiatives des acteurs de terrain, même si, vous l'aurez compris, j'ai déjà identifié quelques pistes de transformation possibles. Il va de soi néanmoins que toutes les organisations que vous représentez ici pourront se prononcer sur ces sujets. Je souhaite que ce dialogue soit constructif, car nous ne pouvons pas, dans aucun domaine, nous contenter du statu quo. Ce temps d'échange est indispensable et il impliquera évidemment un dialogue vif et argumenté, voire même, selon la formule de Baudelaire, le droit de se contredire. Compte tenu de toutes les ressources de réflexion déjà disponibles sur l'ensemble des sujets évoqués, que ces réflexions émanent de groupes de travail extérieurs, des directions du ministère, de rapports, de réflexions menées déjà par certains de nos chefs de file, il m'apparaît important de fixer un calendrier de travail resserré. La restitution de cette concertation me sera remise pour le 15 janvier prochain, sous la forme de propositions très concrètes, opérationnelles et calendarisées. L'exigence de ce délai
bref s'impose à la fois parce qu'il existe déjà une masse importante de travaux qui ont été conduits, mais aussi parce que je souhaite que nous puissions être prêts pour présenter la loi de programmation pour la justice prévue pour un examen au printemps prochain au Parlement. Et j'en profite pour saluer ici les parlementaires qui nous font l'amitié de leur présence, et notamment Madame la Présidente de la Commission des lois. Excuse-moi Yael, je te cherchais, de l'Assemblée nationale. En conclusion, mesdames et messieurs, ces chantiers ne résument pas, je voudrais le dire, l'ensemble des réformes que je souhaite porter au sein du ministère. Comme vous le savez, je porterai comme garde des Sceaux la révision constitutionnelle qui doit notamment nous permettre de renforcer l'indépendance de la justice. C'est un point capital qui constituera une avancée positive et attendue. Par ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de le préciser lors de la récente présentation du budget 2018, il me semble nécessaire de faire en sorte que la justice réponde aussi aux besoins des justiciables les plus fragiles, c'est-à-dire de celles et de ceux qui, étrangers ou d'origine étrangère, parlent mal notre langue, de celles et de ceux qui, diminués par l'âge, la maladie ou un handicap, de celles et de ceux qui ne disposent pas des ressources culturelles et des moyens financiers pour accéder à la justice. Il me semble donc important que notre système puisse répondre aux préoccupations de ces citoyens-là également. C'est cette variété infinie des particularités et des situations qui fonde l'exigence de proximité et la nécessité de rapprocher la capacité de justice des justiciables les plus fragiles. Pour cela, notre cap doit impérativement être l'accès aux droits pour les plus faibles et la sécurité face au terrorisme. Aussi, dans le cadre du budget 2018, les crédits destinés à l'aide juridictionnelle, vous l'avez peut-être vu, progressent de 32 millions d'euros. Cela permet de tenir les engagements pris par le précédent gouvernement concernant la fixation de l'unité de valeur qui sert de base au calcul de la rétribution des avocats. Mais je considère que cette augmentation ne suffira pas à améliorer le fonctionnement et le financement de l'aide juridictionnelle. Je souhaite donc que l'on puisse examiner la possibilité d'étendre la prise en charge des frais du justiciable par l'assurance de protection juridique. Je souhaite que l'on puisse envisager de simplifier la procédure de demande d'aide juridictionnelle, mais aussi de réfléchir à son financement face à la demande croissante de justice. Nous avons donc décidé de lancer une mission conjointe de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de la justice sur ces aspects. Cette mission écoutera évidemment les propositions des avocats sur ce sujet. Je sais également, parmi les différents dossiers, que la prise en charge des mineurs, et notamment celle des mineurs étrangers isolés, est un sujet important de solidarité, mais aussi de souveraineté nationale. Je travaille actuellement avec la direction de la PJJ, mes collègues du gouvernement et avec les départements à la prise en charge de ces mineurs non accompagnés. Je pourrais aussi devant vous évoquer les victimes, notamment celles du terrorisme auprès desquelles nous travaillons avec la déléguée interministérielle placée à mes côtés, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Je pourrais enfin vous parler d'autres dossiers qui font bien entendu l'objet d'un suivi au quotidien par les services du ministère ou par moi-même, mais ce n'est pas le lieu de les présenter ici. Ici, je veux réaffirmer devant vous à nouveau ma volonté de faire aboutir les 5 chantiers que je vous ai présentés. Je veux faire des chantiers de la justice une œuvre collective. Je veux que tous les acteurs et partenaires de la justice soient associés, que chacun contribue à cette démarche ouverte et exigeante. Si Robert Badinter écrivait dans Les épines et les roses, j'appris ainsi que la vie ministérielle est faite de patientes négociations, je suis certaine, pour ma part, qu'elle est aussi faite d'heureuses concertations. Je souhaite ainsi, avec vous, continuer à promouvoir le service public de la justice comme une mission d'intérêt général singulière, dédiée à la satisfaction de besoins concrets et individuels, immuables et intemporels,
exprimée par les justiciables, quelles que soient leurs conditions, leur origine ou leur fortune. Cette volonté, elle répond aussi à ce que je veux et à ce que je suis. Ce que je veux, je vous l'ai déjà dit, c'est placer le citoyen et le justiciable au cœur de ces réformes. Ce que je suis et ce que je porte, c'est une ambition de travailler de manière pragmatique. Je ne fais pas de choix catégoriels, je veux simplement apporter de l'effectivité et du sens. Vous l'aurez compris, au-delà de ma propre volonté, j'ai besoin de vous tous pour réformer profondément la justice. Vous pourrez compter sur ma détermination et sur mon énergie pour mener à bien ces chantiers qui, j'en suis sûre, contribueront à la transformation et à l'efficacité de la justice de notre pays. Je vous remercie.